Eh ben, très heureux d'être là. Donc, on est parti avec améliorer son maillage interne grâce au test and learn, donc étude de cas et méthodologie. Je vais donc me présenter officiellement pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, donc je suis Dan Bernier, fondateur d'Ineolab. Je suis strasbourgeois et j'ai créé mon agence en 2010. Donc, je fais beaucoup de choses, organisateur d'événements, je suis formateur, voilà, je donne des conférences. J'ai aussi un podcast avec Christian Méline qui s'appelle Antipode. Et surtout, je suis consultant SEO senior et passionné par mon métier. Voilà, moi, ma spécialité, c'est vraiment l'analyse des comportements, aussi appelé un petit peu SXO. On aura l'occasion d'en parler aussi un petit peu dans cette conférence. Voilà. Tous les replays de mes confs sont sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller les voir. Allez, on va démarrer direct la conf, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet en se posant la question de quoi on parle. Alors, le projet, c'est quoi ? Le projet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un site e-commerce qui vend des fenêtres, donc je ne peux pas vous donner le nom, mais vous allez vite trouver de qui il s'agit, et surtout si vous analysez la SERP, vous allez tout de suite voir, parce que c'est un site qui est bien positionné sur les SERP concurrentiels qui sont liés à la fenêtre. Il a des top 3, et bien sûr, top 3, c'est bien, mais quand on est top 3, on veut être top 1, donc il veut faire mieux. Il sait que ses concurrents vont s'améliorer, il sait que, bien sûr, les autres sont là pour la bataille, et donc, il se pose un petit peu des questions sur les leviers qu'il pourrait mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs. Un audit a été fait, bien sûr, et dans cet audit, on a relevé des problèmes de maillage interne. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va en parler maintenant. Mais avant de parler de la méthode, avant de parler de ce qui a été mis en œuvre, je vais vous parler un petit peu du contexte. Donc, le contexte de ce projet, c'est quoi ? Qui sont les intervenants ? Eh bien, il y a 4 intervenants. Nous avons le responsable marketing. Donc, lui, c'est celui qui a construit, on va dire, la stratégie marketing de l'entreprise. Il a vraiment une vision claire de ce qu'il veut. Il a son chemin un petit peu tracé. On a le responsable technique. Donc, lui, c'est vraiment celui qui a développé le site avec son équipe. Donc, il connaît vraiment le site comme sa poche. Et puis, bon, par petite particularité, il n'a jamais travaillé avec un SEO externe. Il a travaillé avec ses équipes en interne. Voilà. Et puis, on a la responsable produit. Donc, c'est la personne qui met en ligne le catalogue produit, qui met en ligne le contenu, qui a beaucoup de choses à faire. On est sur un site e-commerce de fenêtres, donc il y a énormément de références. Voilà, elle n'a pas beaucoup de temps. Et puis, il y a le consultant SEO, donc vous m'avez reconnu. Moi, je connais le site, on va dire, je l'ai audité, donc j'ai mon point de vue, on va dire, de consultant SEO. Et mon objectif un petit peu dans ce projet, c'est de faire appliquer mes recours. Souvent, c'est un peu le plus difficile. Donc, toutes ces personnes, dans ce projet, dans tous les projets, dans vos projets, elles sont différentes, elles ont des enjeux différents, donc il va falloir les prendre en compte. C'est ça qui est important. Et puis surtout, on n'oublie pas, il y a aussi les internautes. Donc les internautes, ici présentés sous la forme des personas. Donc on a le pro de la menuiserie qui n'est pas un pro du web, qui va aller utiliser le site en question pour essayer d'acheter sa fenêtre. On a le bricoleur du dimanche qui est peut-être un peu plus un spécialiste des fenêtres, mais bon, pas voilà. On a le bobo qui est en train de se renseigner pour construire sa maison. Bon voilà, il va faire son tour du monde au bilan carbone zéro. Alors, je me fous un petit peu de sa gueule, mais c'est un vrai persona, hein, c'est une vraie personne qui existe vraiment. Et voilà, et lui aussi, il va être utilisateur du site, il va aussi être internaute, il va aussi avoir un comportement. On n'oublie pas, bien sûr, notre ami Google, hein, l'ami Fritz. Bon, c'est... Voilà. Donc, les SEO sont ses amis, comme on dit. Il lance une mise à jour de ses algos une fois par semaine pour rendre son moteur encore meilleur. Bon, je troll un peu, mais vous avez un peu compris l'idée. Hein. Google, c'est pas vraiment notre ami. Il n'arrête pas de faire des mises à jour tout le temps. C'est assez compliqué. Voilà. Mais il faut le prendre en compte. Il faut le prendre aussi en compte. Toutes les personnes du projet, parce que sinon, c'est le mur. Hein. Si vous restez un petit peu dans votre coin et vous essayez juste de faire appliquer vos recos, vous allez pas vous en sortir. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui a été réalisé ? On a fait donc un audit sur ce site et on a notamment fait un audit de maillage. Alors, je ne vais pas vous parler trop longtemps, on va dire, de l'analyse du maillage interne. Hein. Ce n'est pas le sujet de la conf. Pour info, on a utilisé Cocon SE pour réaliser notre étude de maillage. Donc, c'est de ça que vient le petit graphique que vous voyez sur la droite. Il y a d'autres outils qui existent. Screaming Frog, qui permet d'analyser le maillage. En plus, ils ont lancé une fonctionnalité il n'y a pas très longtemps qui est la visualisation en 3D, qui est plutôt pas mal.
puis sinon, il y a toujours Gephi. Hein, je sais qu'il y a Daniel Rock dans le chat là, donc un vrai spécialiste de Gephi. Pour l'avoir utilisé longtemps, c'est quand même un outil qui est pas simple du tout, qui est pas du tout à la portée. Donc voilà, mais ça reste quand même un bon outil. Bon, qu'est-ce que cette analyse elle présente? Les problèmes qu'on voit tout le temps en e-commerce, c'est-à-dire un méga menu. Hein, cette petite ellipse là que vous voyez sur le côté, souvent, ça c'est l'indicateur, on va dire de catégories, sous-catégories dans un menu, et puis voilà, pas très bien optimisé, on va dire. Donc les pages importantes SEO à faible PRI, donc PRI, vous voyez pas, ça veut dire page rank interne, hein, pour ceux qui savent pas, hein, les pages de votre site, elles ont aussi de l'autorité, elles transmettent de l'autorité en interne, et donc voilà, ça a son importance aussi quand on fait du SEO. Donc dans cette situation, on remarque des pages très importantes pour le SEO qui devraient être boostées, en fait pas du tout. Et à côté de ça, on a des pages sans intérêt du genre mention légale, mais bon, il y en a d'autres qui ont un fort PRI, hein, et qui ne devraient pas forcément l'avoir. Pareil avec les fuites importantes. Donc j'explique rapidement ce graphique. Pour chaque bulle, c'est une page du site en fait, hein, et puis plus la bulle elle est grosse, plus ça veut dire que son autorité interne est forte. Et là, vous voyez sur le côté, on a une petite bulle ici qui est assez forte, quasiment autant que la page d'accueil. Ça pourrait être normal si c'était la top page qu'on cherche à pousser. Là, ce n'est pas le cas. Les fuites de jus, ce qu'on appelle les fuites de jus, c'est quand il y a des espèces de liens un peu qui partent un petit peu partout en interne, et du coup, ça fait un petit peu couler le jus là où on voudrait pas. C'est ce qu'on peut un petit peu imaginer ici sur la droite. C'est un peu ce qu'on voit là, d'accord? Donc, voilà, dans l'idée, on fait cette étude, on fait cette analyse, et on voit quand même qu'il y a de sérieux problèmes. On est sur une cercle concurrentielle, on est sur un gros site quand même, relativement gros site. C'est pas normal d'avoir ça. Bon. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout simplement corrigé, pourquoi est-ce qu'on n'a pas corrigé les erreurs de maillage interne et puis tout le monde est content? Pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait? Parce qu'actuellement, le site, il rank. Voilà, on a, à nouveau, hein, je ne peux pas vous donner les requêtes précises, mais on est dans la thématique fenêtre. Donc, on a la top requête qu'on cherche à cibler, qui a un volume de recherche à peu près à 20 000. Le site est quatrième au moment où on démarre, on va dire, cette étude. Donc, on est quatrième, on n'a pas trop envie de tout casser dans le site. Hein. La plus grosse requête, la plus cherchée, on va dire, qui a un volume de recherche à 30 000, on est sur la position 4, donc on est quand même plutôt pas mal. La requête transactionnelle la plus importante pour le client, celle qui ramène le plus de business, donc qui, d'après les outils, présente un volume de recherche à 210, mais en fait, c'est bien plus élevé que ça. On est top 1, donc voilà. Et puis, il y a d'autres requêtes, on va dire, commerciales, donc tout ce qui est lié un peu à la comparaison, aux catégories, en fait, de produits, pour lesquels le site est quand même très bien positionné. Donc, voilà, on n'a pas trop envie de se lancer un petit peu à l'emporte-pièce, tout modifier sur le site, et surtout le maillage interne, qui est un levier qui peut être très puissant et qu'il faut faire un petit peu attention. Et puis, il y a une autre raison pour laquelle on ne se lance pas tout de suite, finalement, dans on va dire l'élaboration, l'optimisation du maillage interne, et la raison pour laquelle, finalement, on va se lancer dans le test and learn, c'est qu'on est en novembre 2022, et bad news pour les SEO du monde, voilà, ChatGPT a été annoncé, et on nous annonce la mort du SEO encore. Désolé. Bon, alors je connais pas ce youtubeur, je l'ai quand même masqué, je suis désolé de le prendre à partie, mais c'est lui qui ressort quand on tape ChatGPT et SEO est mort. Donc le SEO est pas mort, hein, on est plus d'un an après et on est là en train de discuter, donc c'est quand même la preuve que le SEO n'est pas mort. Mais surtout, ça c'est un petit peu ma conviction personnelle, mais tant qu'il y aura des internautes pour faire des recherches, il y aura du SEO. Peut-être que ça sera plus sur Google, peut-être que ça sera plus dans un navigateur web, mais en tout cas, il y aura toujours des recherches et il faudra toujours des personnes pour optimiser le résultat de ces recherches. Donc le SEO, j'ai pas envie de dire ne mourra jamais, mais en tout cas, il est loin d'être mort et ChatGPT n'a pas du tout participé à sa mort. Au contraire, je pense qu'il a vraiment révélé peut-être même notre métier. Voilà. Donc, le SEO n'est pas mort, mais alors pourquoi faire du test and learn ? Puisque c'est la raison de votre présence et c'est aussi la question que s'est posée tout simplement mon client en novembre 2022. La raison, elle est simple. C'est que les SEO, ils appliquent trop souvent les changements sans les tester au préalable. Un petit peu au doigt mouillé, quoi, en disant je sais que ça a fonctionné sur un autre site, donc ça peut très bien fonctionner. Mais je veux pas les blâmer, hein. Je suis moi-même SEO, moi-même j'applique très souvent des changements sans les tester. Donc, voilà, c'est une réalité, mais
Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on fait ça en tant que SEO? Eh ben, à mon avis, il y a 3 raisons. Donc, la première raison, c'est que les SEO, elles, n'ont pas le temps de tester, en fait, pour voir. Les autres SEO, ils doivent montrer des réussites et pas des échecs. Donc, on a le fameux syndrome de LinkedIn, hein, que des super courbes et puis jamais des échecs. Et puis, elles ne savent pas juger l'impact, en fait. C'est ça aussi le vrai sujet. C'est qu'en fait, souvent, on met un contenu en ligne, il rank, on a des résultats, mais en fait, on ne sait pas exactement pourquoi. Est-ce que c'est vraiment le contenu, la qualité du contenu? Est-ce que c'est le maillage? Est-ce que c'est le site? Est-ce que c'est l'autorité? Enfin, honnêtement, je voudrais un jour poser la question, enfin, j'espère vous la poser maintenant, tout simplement. C'est est-ce qu'aujourd'hui, 100% des recos que vous appliquez, vous avez la certitude que c'est grâce à ça que votre site est bien positionné? Moi, je vous le dis en toute honnêteté, non, pas 100%. Il y a un certain nombre de choses qu'on met en œuvre et ça arrive et finalement, on est très content, on va pas forcément chercher. Et parfois, quand ça se passe mal, c'est là où l'analyse entre en ligne de compte. D'accord? Donc, c'est pour ça, finalement, qu'on décide de lancer cette mise en œuvre de Test and Learn. Alors, qu'est-ce que c'est que le Test and Learn? Ça n'a rien à voir avec le SEO, hein, c'est une méthode qui a toujours existé et c'est un process, en gros, qui se base sur 2 grandes étapes. Première étape, c'est le test, plusieurs idées de test, et puis deuxième étape, l'analyse des résultats. Voilà comment un petit peu ça se présente dans le cadre d'un projet SEO, c'est-à-dire que la première étape, on va faire une hypothèse, on va définir le cadre du test avec un scénario, on va définir un objectif. Deuxième étape, on va peut-être lancer le test, peut-être sur un serveur de pré-prod, si on a la possibilité. En tout cas, on va le lancer en ligne, ça c'est sûr. Troisième étape, on va mesurer, on va analyser, on va tout prendre en compte. Je vais vous parler de ça juste après. Et puis enfin, étape 4, est-ce que le test est validé? Est-ce qu'on a atteint notre objectif? Si oui, on le laisse. Et sinon, on fait un rollback. Ça peut paraître bête quand je dis ça à mes clients, mais ça pose aucun problème de revenir en arrière. Google le fait bien avec ses mises à jour. Nous aussi, faisons-le. Alors, comment faire? De quoi est-ce qu'on a besoin? Alors, on a besoin de 3 choses, à mon avis. On a besoin, d'une part, de son cerveau et du cerveau de l'équipe avec qui on travaille. En tant que SEO, très souvent, on veut trop foncer tout droit et puis, imposer ses choix. Mais il faut aussi apprendre à écouter, à écouter, à parler, à discuter avec votre client, avec son équipe, avec les gens qui sont à l'intérieur. Voilà, j'aime bien cette phrase parce qu'elle résume quand même assez bien le SEO quand il arrive dans un projet. C'est « je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ». Et c'est pour ça qu'on fait des audits, c'est pour ça qu'on analyse les SERP, c'est pour ça qu'on analyse les concurrents. Parce que tous les projets sont différents et toutes les situations sont différentes. Donc, il faut analyser, il faut bien structurer tout ça et puis il faut discuter avec les gens. Moi, j'utilise des outils collaboratifs comme Xmind, qui est un mind map. Ça permet de bien travailler, on va dire, sur la partie maillage. Mais bon, vous pouvez aussi utiliser un tableau de blanc. Alors, ça va souvent prendre beaucoup de feuilles, mais bon, allez-y. Et puis, dernier point, servez-vous de l'intelligence collective. Humain ou machine, moi j'ai envie de dire même combat. Il y a des gens qui ne savent pas servir de leur cerveau et c'est des êtres humains. Et puis, il y a des machines qui savent très bien s'en servir, par contre. Donc, utilisez avec bon escient et vous allez voir que vous allez gagner quelque chose. Voilà. Donc, comment ça se passe? Il faut d'abord définir un planning. Et le plus important, c'est de le tenir. Donc, la première chose à faire, c'est de discuter. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est votre objectif? Pourquoi vous allez lancer un test and learn? Idéalement, on est sur du maillage interne, donc on va créer le mind map. Surtout, c'est pas le SEO qui fait le mind map et qui le met tout de suite en ligne. On le fait ensemble parce qu'il y a, là, encore une fois, il y a un site qui est en place, il y a des catégories qui sont en place, une structure qui est en place, une arborescence qui est en place. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Il faut définir un scénario qui va répondre à un objectif. N'essayez pas de vous lancer dans 15 000 objectifs. Bien sûr, plus l'objectif est précis et mieux c'est. Et puis ensuite, vous allez mettre en place, étudier, ajuster, on va dire, avec la mise en ligne. Je vais vous montrer un exemple après. Analyser les mouvements de page et analyser, bien sûr, les comportements des internautes et de Google. Et puis enfin, on échange, on discute avec l'équipe. Et puis, si le test est validé, on passe au suivant. Le plus important, et c'est l'erreur que fait beaucoup de gens dans le test and learn, c'est de croire que l'apprentissage, il est dans la préparation. C'est pas le cas. L'apprentissage, ce qu'on apprend, ce qu'on découvre, c'est dans le test. Donc, on ne doit pas passer trop de temps à préparer. On ne doit pas imaginer tous les scénarios possibles, toutes les situations. Parce qu'honnêtement, ça ne se passe jamais comme prévu. Donc, ne passez pas trop de temps sur la préparation de votre test. Soyez précis, répondez à un objectif et lancez votre test rapidement. Donc là, j'ai mis 4 à 8 semaines. C'est un test pour un petit, moyen site. C'est assez difficile de dire exactement. Et puis 2 à 4 semaines, on va dire, pour les gros sites.
Encore une fois, si vous faites un test sur une page qui fait 1 million de visites par jour, vous n'allez pas avoir besoin d'attendre longtemps. Vous allez attendre 2 jours et puis vous allez avoir le résultat de test. Mais dans l'idée, il faut quand même passer plus de temps sur le test que sur la préparation. Ça, c'est vraiment important. Alors justement, je vais vous présenter un test, un scénario qui a été réalisé dans le cadre de ce site. Je vais essayer de vous expliquer ça. Alors mince, j'ai ma petite vignette qui est là en bas à gauche, mais c'est pas grave, je vais vous présenter tout ça. Donc, la situation du site au départ, je vous ai fait un petit schéma simplifié, évidemment, parce que c'est pas le site en entier, hein, ça serait complètement illisible. Voilà, donc nous, ce qu'on a, c'est toutes les pages du site qui sont liées entre elles avec un méga menu. Il n'y a pas vraiment de cohérence, on va dire, entre les liens. Donc, les liens, ici, vous avez un blog, vous avez des articles qui parlent de la fenêtre PVC, de la fenêtre ALU. Bon, ils sont plus ou moins connectés avec les produits. On a une page qui s'appelle devis pour toutes les fenêtres, plus ou moins connectée aussi. On a des autres catégories, il n'y a pas vraiment de maillage. Voilà, il y a un problème aussi sur le site technique apparemment, c'est que le fil d'Arial, il reprend pas l'arborescence du site, donc on a un fil d'Arial qui est complètement différent, avec des catégories qui n'existent pas en fait dans le menu, donc c'est assez curieux. Il n'y a pas de lien contextuel, donc les liens contextuels, c'est les liens qui se trouvent dans le corps de la page. Les liens qui existent sont uniquement des liens de menu. Et puis on a cette landing page ici, qui cible, on va dire, la fenêtre sur mesure. Elle apparaît pas dans l'arborescence du site, elle apparaît pas dans le menu non plus. C'est une page un petit peu toute seule, autonome, mais c'est celle-là qui se positionne, on va dire, sur la top requête. Elle reçoit beaucoup de backlinks. Voilà, elle a beaucoup de visites de la part du site. Donc, c'est un foutoir, mais bon, ça fonctionne. Hein, ça fonctionne. La page, elle est quand même quasiment top 3. D'autres pages qui sont quand même pas mal positionnées. Donc, ça fonctionne. Hein, on va pas changer une équipe qui gagne. Oui, bien sûr. Mais on va quand même essayer de définir un objectif. Donc là, l'objectif, c'est d'améliorer le positionnement de toutes les pages de catégorie, parce que ce site a beaucoup de pages de catégorie. Et puis, on va essayer de faire les choses pour que ça n'affecte pas, on va dire, la landing page. Et puis après, si la landing page, elle s'améliore, c'est champagne. Alors, c'est quoi le scénario? Donc, le scénario auquel on a pensé, c'est d'utiliser la force de la landing page pour pousser les autres pages. Cette fameuse landing page, elle reçoit beaucoup de backlinks, donc elle a beaucoup d'autorité, et on va s'en servir, on va dire, comme effet levier. Donc, l'idée qu'on a, c'est de transformer cette landing page en sous-catégorie, et puis de la placer au même niveau que les autres, et puis de la lier, on va dire, comme des pages sœurs, on va dire. Et ensuite, l'idée, c'est, on va offusquer, on va dire, les produits, sauf sur la landing page. Donc, elle va vraiment transmettre son jus un maximum. Les produits vont être reliés ensemble. Donc, c'est logique, ils partagent la même catégorie parente. Et puis, chaque fiche produit va avoir un lien contextuel. Pour ceux qui ne savent pas, le lien contextuel est beaucoup plus puissant en termes d'autorité que le lien navigationnel qui se trouve dans le menu. Et puis enfin, fondamental, mais apparemment, ce n'était pas fait avant, les articles de blog qui parlent de la fenêtre ALU, ils vont pointer sur les fiches produits ALU. Et puis ceux qui parlent de PVC, ils vont vraiment pointer directement sur la fiche produit concernée. Voilà, tout simplement. L'obfuscation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement un moyen de masquer un lien à Google qui est toujours visible par l'internaute. C'est pas une technique Black Hat, malgré ce qu'on croit. C'est juste, on a masqué un lien, on ne flingue pas, on n'empêche pas, en fait, Google d'y accéder. C'est juste qu'on veut qu'il y aille, mais par un autre chemin. Voilà. Donc, on dirait comme ça sur le papier qu'il y a beaucoup de changements, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de changements. C'est juste la landing page qui est déplacée et placée justement dans l'arborescence, et puis des sous-catégories qui sont juste masquées. Donc là, le mind map que je vous présente, c'est vraiment la version simplifiée, mais l'idée, c'est que vous compreniez un petit peu ce qui se passe. Précision importante dans le cadre de ce test, bien sûr, pendant la période de test, il ne faut pas faire pointer de backlink, parce que si vous faites pointer des backlinks, ça va fausser le test. Bon, je vois dans les commentaires que je ne regarde pas, qui a dit ne faites plus pointer aucun backlink pour de la salle. Et non, je blague, bien sûr, les backlinks, c'est important, on n'est pas contre ça, bien sûr, mais l'idée, c'est vraiment, quand vous faites un test, soyez focus sur ce que vous faites. N'essayez pas de faire trop de changements. Parce que justement, c'est la somme des changements qui va poser problème, on va dire, dans l'analyse des résultats. Donc, soyez focus. Voilà, ne faites pas 15 modifications sur votre page et puis évitez d'envoyer du backlink parce que du coup, ça va manipuler, enfin, ça va modifier, on va dire, la force de l'autorité de la page. Donc, faites attention à ça. Bon, on est prêt à lancer le test ?
Bon, alors pas tout à fait, parce qu'on a lancé, on a mis en œuvre, on va dire, ce test sur la pré-prod, donc exactement le scénario que je vous ai présenté, et puis on a regardé un petit peu comment le site il se comporte, et en fait, avec les intervenants, donc l'équipe technique, l'équipe marketing et l'équipe produit, on se rend compte que ça fonctionne pas du tout. C'est-à-dire que les catégories, on a l'impression qu'il y a un problème, quelque chose qui fonctionne pas. Et puis, peut-être, on a l'impression que peut-être la catégorie fenêtre va sortir grandie de ce test. Par contre, les autres catégories, pas sûr du tout. Donc, la décision, elle est prise de ne pas mettre en ligne ce test et donc de ne pas lancer la procédure de test and learn. Donc voilà, moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que voilà, on va pas tout risquer pour à la fin faire un joli post LinkedIn, apprenez de vos échecs, quoi. Non, non, là, il y a quand même des enjeux, quoi. Donc, on fait quand même attention. Préparer un test rapide ne signifie pas prendre des risques inconsidérés. Encore une fois, je vous ai dit, passez pas trop de temps sur la préparation, oui, mais prenez pas trop de risques non plus, quoi. Il faut trouver un juste équilibre. Bon, alors quel est ce nouveau scénario? Le nouveau scénario que j'ai tenté de vous expliquer ici avec ce schéma, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais j'ai essayé d'être simple, on va dire, c'est que notre fameuse landing page qui était hyper bien positionnée, ben en fait, ça va devenir la catégorie fenêtre. On va la replacer au centre de l'échiquier. Donc, ça, elle va devenir elle-même une catégorie. Concrètement, on va créer un niveau supérieur qui va être une super catégorie dans laquelle on va avoir tous les produits, toutes les différentes catégories qui existent, dont la catégorie fenêtre. On va avoir des liens contextuels, du coup, beaucoup plus puissants entre les produits et cette fameuse catégorie. On va avoir aussi des liens contextuels depuis cette super catégorie avec nos différentes catégories. Et puis, je vous ai mis en bleu, évidemment, le fil d'Ariane qui va respecter, on va dire, notre arborescence. On a toujours ici nos articles de blog qui sont là pour soutenir un petit peu nos pages. Est-ce qu'on est prêt pour lancer le test sur le site? Bah oui, on est prêt. Parce que on a mis en œuvre, on a testé, on va dire ça, sur le site en pré-prod, et ça a l'air de mieux fonctionner. Alors, il y a une décision quand même qui est importante qu'on décide de prendre à ce moment-là, c'est qu'on va appliquer une obfuscation dynamique sur le méga menu. Alors, je sais que je vous ai dit qu'il fallait pas lancer trop de tests en même temps, mais là, en fait, sur la pré-prod, on se rend compte qu'avec l'obfuscation, on rééquilibre en fait l'arborescence et on se retrouve avec ces 4 bulles là sur la droite qui sont nos quatre super pages, donc la page de vie, la page super catégorie, la page de blog et la catégorie fenêtre qu'on veut cibler. Et c'est exactement le but de notre scénario d'origine. Tout le monde est content, donc la responsable produit, pour elle, ça change rien. Elle continue d'ajouter ses produits, ça change pas ses habitudes. Le responsable technique, bah lui, il a rien eu à faire parce qu'en fait, la super catégorie, la page, elle existait déjà. Simplement, elle n'était pas utilisée dans leur CMS. Le responsable marketing, bah lui, il est content parce qu'il a la même arborescence en front et en back-office. Donc, sa vision qu'il a, on va dire, d'un point de vue marketing, elle est respectée. Et enfin, le SEO, eh ben, il n'a pas eu besoin de déposer son cierge sur l'hôtel du surfeur raisonnable. Donc, super content. On a vraiment ce qu'on voulait faire. On a pu appliquer nos recos. C'est parfait. On lance le test. Bien sûr, on passe à l'analyse. Bon, vous êtes des SEO, est-ce que vous savez ou pas analyser des résultats? Si vous ne savez pas, je vous conseille d'utiliser des outils, bien sûr. Il y a cet outil que certains ne connaissent pas forcément ici à gauche, qui est MyRankingMetrics, qui est vraiment un très bon outil pour faire de l'analyse de test and learn, justement, parce qu'il a du suivi d'action. On a Analytics, on a la Search Console, qui est quand même le comportement de votre site en temps réel, donc autant en profiter. Là, on le voit pas en dessous, mais on a Babar, on a Systrix, SEO Observer, voilà, les outils habituels du SEO. Mais n'oubliez pas que ça, c'est l'analyse SEO et c'est pas forcément la réalité. Donc, c'est bête à dire, mais à mon avis, s'il y a un souci, on le sait tout de suite. La première chose à faire, c'est d'appeler les personnes qui sont au cœur de la machine. Donc, discuter aussi avec le grand patron. Voilà. Est-ce que il nous dit, moi, je suis très content, il y a des ventes, tout se passe bien. OK? Et du côté du support, on a appelé le support. Non, est-ce que vous avez plus d'appels, genre des gens qui ont des problèmes pour commander, voilà, est-ce que le service technique a des soucis? Non, pas plus que d'habitude. Les clients, ils appellent pour leurs commandes, tout le monde est content. Bon, très bien, les voyants, ils sont au vert, on continue. Je dis toujours, ne faites pas confiance uniquement aux outils, hein. Pensez aussi aux humains. On n'oublie pas que voilà, ça reste important. Alors justement, on utilise quand même des outils pour checker 2-3 trucs. Ici, je vous ai mis la Search Console qui nous affiche en fait quelques jours après. Donc, on a une autre catégorie, on va dire que la catégorie fenêtre.
Et puis le top produit, on va dire, dans une autre catégorie, hein, ça permet de faire un petit peu des analyses. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même la position moyenne ici, qui va voilà, nous indiquer s'il y a un pic de descente ou un pic de montée. Là, on voit que ça ne bouge pas trop. Hein. Donc voilà, pas de gros mouvement. On continue. On est très content. Prenez, voilà, quand vous faites des tests, quand vous faites des analyses, soyez précis. Prenez vraiment des dates qui vous permettent de dire, OK, là, sur les 3 jours, voilà ce qui s'est passé. À nouveau, hein, je ne vous ai pas mis le graphique complet, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Dans le cadre de notre test, à un moment donné, bon, il y a un petit ajustement. En fait, on se rend compte qu'il y a le plan de site qui perturbe un petit peu la transmission de notre jus. Donc, on décide de l'enlever définitivement. Bon, d'abord, le site n'a pas de problème d'indexation. Le site n'a pas de problème de budget crawl. Donc là, bon, il faudra un jour quand même que Google nous fasse une communication officielle, parce que là, je vous le dis honnêtement, il n'y a pas de budget crawl en dessous d'un site de moins de 50 000 pages. Hein. On ne parle pas de budget crawl, ça n'existe pas. Sur les très gros sites, on parle de budget crawl. Mais là, si à 1500 pages, vous n'arrivez pas à indexer votre site, c'est pas une problématique de budget crawl. Hein. C'est que votre site, il est mal fait, il a été mal conçu, et que justement, Google n'arrive pas à accéder aux pages. Donc là, le problème qu'on a, on va dire, c'est une espèce, entre guillemets, de fuite de jus, même si c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est ici, on a notre plan de site, on va dire, qui perturbe un petit peu tout ça. Et donc, on va le dégager. Ce que ça va faire, c'est que ça va renforcer, on va dire, les pages qui se trouvent à peu près sur le même niveau. À nouveau, qu'est-ce qui se passe dans les SERP ? Quelques jours après, donc là, on est vraiment sur du suivi quotidien. Hein. Donc, notre super catégorie, ça n'a pas trop bougé. On a quand même la catégorie fenêtre qui a perdu une place, qui a l'air d'être d'un peu s'éloigner du top 3. Donc, bon, peut-être un peu panique, mais encore une fois, bon, c'est pas assez important, on va dire, on va dire que c'est pas assez important, et donc on continue le test. Quels sont les résultats du test ? Tout n'est pas parfait, bon voilà, mais le test est quand même validé. Donc, pour vous dire, ici à gauche, on a les requêtes avec leur volume de recherche qui se sont améliorées, et ici à droite, celles qui ont perdu. Il y a eu du mouvement hein, quand même. Hein. Tout n'est pas parfait, mais on a quand même des choses intéressantes. Donc, on a notre top requête à 30 000 qui a gagné une place. On a une requête assez importante qui a gagné aussi une place. Et puis, on a d'autres requêtes ici qui ont fait des bons assez importants. Et puis, côté, on va dire, perte, bah, on a notre top requête là qui a perdu 4 places. On a d'autres requêtes un peu moins importantes, mais qui ont aussi perdu des places. Et d'un point de vue visibilité globale, donc là, on a utilisé l'indice de visibilité, on voit qu'on a quand même amélioré notre visibilité. Donc, la décision, elle est prise de valider, de garder le test. Je vous ai mis ici le résultat un mois plus tard. Donc, on a notre top requête ciblée, qui a perdu au final une place, hein, qui est 5e. On a l'ancienne plus grosse requête, donc celle qui avait le volume de recherche le plus important, qui était dans le top 10. Elle a gagné 3 places et elle est top 1. Alors, sa situation, elle est un peu bancale, mais en tout cas, elle a gagné des places. Sur notre requête transactionnelle qui était hyper importante, on a perdu notre top 1. C'est un peu problématique, mais je vais vous en parler après. Et puis, sur d'autres requêtes, les requêtes commerciales du départ, on a aussi soit un petit peu perdu. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on a gagné énormément de nouvelles requêtes et on a pris une top position sur une requête à plus de 60 000 de volume de recherche, donc monstrueuse, qui est venue monter sur le top 3. Et ça, uniquement grâce à ce test. Hein. Il n'y a pas eu de nouveau contenu, il n'y a pas eu justement de backlinks qui sont pointés sur cette page. Il y a juste le maillage interne qui a été modifié. Et on a gagné des centaines de nouveaux mots-clés qui nous intéressaient et qui ont permis justement à des catégories, des sous-catégories qui n'étaient tout simplement pas positionnées, enfin pas sur le top 10 en tout cas, d'aller gagner des requêtes. Donc, voilà, c'est la bonne nouvelle, on va dire, du test. Alors, concernant les 2 requêtes là qui ont perdu un peu leur top 1, bah, qu'est-ce qu'on va faire ? Bah, on va lancer un nouveau test, bien sûr. Donc, j'en parlerai dans une prochaine conf, parce que là, j'arrive sur la fin de la conf. Mais voilà, au moment où je vous parle, le test qui a été effectué pour ce qui cible justement ici l'ancienne, la requête transactionnelle qui avait perdu son top 1, on a retrouvé le top 2 et on a renforcé notre top 2. Donc, on est content. On voit bien que le test fonctionne. Donc, si je devais conclure, soyez à l'écoute. Ça, c'est la première chose, ça reste quand même important. Écoutez, échangez, discutez avec les équipes. Il faut que vous compreniez dans quelle situation vous vous trouvez et quels sont les enjeux de chacun. Et puis voilà, utilisez la force des cerveaux en présence. Hein. Ça peut paraître bête parfois, mais les humains sont là aussi pour vous aider, donc utilisez-les.
Ne changez pas d'avis toutes les 5 minutes. Donc ça, c'est grosse erreur du test and learn. Il faut être patient, pas trop quand même, mais il faut être patient, il faut laisser le test se faire. Et puis si les choses tournent mal, faites un rollback. Le rollback fonctionne, hein, réellement, ça fonctionne réellement. Et ça fonctionne pour toutes les situations, hein, maillage interne, contenu, alors autorité, je suis loin d'être un expert, mais ça fonctionne. Le rollback fonctionne, donc faites-le. Sautez, à contrario, sautez pas trop vite de joie, hein, parce qu'un bon test, il peut mal se passer dans une situation différente. C'est pas parce que ça a marché sur notre site que ça marchera sur le vôtre. C'est pas parce que ça a marché sur la catégorie en question que ça marchera sur une autre. Il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas de certitude. Il faut rester focus sur le protocole de test, c'est ça qui est important. Et puis, le dernier point, c'est soyez pas trop sûr de vous, en fait. Lancez pas des gros tests. Voilà. Moi, j'ai l'habitude de dire, il vaut mieux un petit test avec des petits résultats qu'un grand test avec une grande catastrophe. On est des SEO. N'oubliez pas qu'on travaille aussi pour des clients pour lesquels il y a des enjeux, il y a des entreprises derrière, il y a des salariés, il y a des gens qui ont, j'ai envie de dire, besoin de manger, même si c'est pas quand même à ce point, on ne sauve pas des vies non plus, mais c'est quand même important. Ne prenez pas, demain matin, n'allez pas lancer une modification radicale de votre site parce que c'est moi qui vous l'ai dit. Ne faites pas ça. D'accord ? Voilà. Si je devais conclure, le test parfait n'existe pas. Seul compte l'analyse et votre connaissance du sujet. Voilà, merci à vous, merci pour votre écoute. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis, je vois qu'il y a eu pas mal de commentaires dans le chat, donc on va avoir l'occasion d'en parler. Yes, déjà, merci Dan pour cette conférence. Comme je dis souvent, pour le coup, je pense que tu as une conf importante. Le maillage interne est vraiment sous-coté régulièrement, et alors qu'on peut vraiment faire de très, très, très belles choses avec le maillage interne. Donc, merci pour ce rappel. De rien. Voilà, j'espère que vous avez tous bien noté tous les petits tips que Dan a pu nous donner aujourd'hui. Il y en a un sur lequel j'aimerais aussi revenir. À un moment, tu as dit ne vous fiez pas forcément aux outils. Et tu as raison. Et j'ai surtout envie de dire, prenez plusieurs outils. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a un seul outil qui va vous dire quelque chose. Mais il faut bien penser qu'il y en a quand même plein d'autres. Voilà, donc n'hésitez pas à comparer les différents outils pour avoir plusieurs avis. Et encore une fois, pareil, parler avec les humains, c'est quand même une valeur sûre aussi. Hein. Exactement. Bon, avant ça, une petite blague de David. Hein. Ça sent la fenêtre ouverte, quand même, ce site. Voilà, je me sentais obligé de la mettre quand même. C'est validé. Pour passer aux questions, alors on avait cette première question. Fruit de jus, je pensais qu'un lien externe ne fait jamais perdre du jus au site. Que veux-tu dire par fuite de jus quand tu avais mis le graphique? Ouais. Alors attention, mon graphique ne concernait uniquement le maillage interne, donc les pages internes du site. Et quand on parle de fuite de jus, c'est en effet ton lien externe, il envoie du jus à ton site, mais s'il y a une porte de sortie quelque part, le jus il s'en va. Hein. Faut pas croire que le jus il reste à l'intérieur de ton site. Pour qu'il reste à l'intérieur de ton site, il faut qu'il soit totalement hermétiquement fermé. Et en gros, que même Google ne puisse pas y accéder. Hein. Et si c'est ça, dans ces cas-là, il y a vraiment, il n'y a pas de jus qui sort. Mais c'est pas le but. Le but, c'est de transmettre le jus, justement. Parce que dans le calcul du PageRank, peut-être, je vais pas vous le faire ici, mais dans le calcul du PageRank, envoyer un lien, donc envoyer de l'autorité, c'est aussi en récupérer. Donc le fait de transmettre de l'autorité, on en récupère aussi un petit peu. Donc la fuite de jus, elle est quand même importante dans un sens parce que on a besoin de faire sortir le jus pour le faire revenir. Mais il faut essayer de le contrôler au maximum. Et ce qui arrive souvent, c'est les pages de pagination qui partent un petit peu à l'emporte-pièce et qui déglinguent complètement le site. Il y a aussi tout simplement une top page qu'on a complètement oubliée, genre c'est la page relations presse où on a tous nos articles sur BFM et tout ça. Et puis hop, le jus il sort par là parce que la page elle est positionnée dans le footer, donc elle récupère toute l'autorité du site. Donc c'est ça le problème, hein, c'est analyser où se trouvent les portes de sortie finalement de votre autorité et essayer de regarder comment vous pouvez améliorer ça. Voilà. J'espère avoir répondu parce que c'est pas tout à fait sa question, mais il faut quand même repréciser. Sur ça. Ouais. On avait Adrien, pourquoi utiliser une page Super4 qui n'a aucun intérêt utilisateur et SEO? Alors, il a dit ça, mais oui, moi je vois très bien. Je vois très bien le sujet. En fait, cette catégorie a totalement un intérêt pour les internautes parce que justement, c'est une porte d'entrée portail encore plus précise parce que c'est, on va dire, à la différence de la page d'accueil qui doit présenter l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait, les avantages, ce genre de choses. Cette super catégorie, elle présente uniquement les catégories produits et donc c'est un portail transactionnel, mais vraiment parfait.
Justement, cette page-là, on l'avait pas. On n'avait pas de page qui était un peu guide d'achat complet de tout ce que vous pouvez trouver sur notre site. Donc, et c'était ça, c'est une évidence en fait, parce qu'on devrait avoir ça sur toutes les pages, sur tous les sites, pardon. Et on l'avait pas. Donc, clairement, d'un point de vue utilisateur, c'était intéressant, surtout pour les indécis. Hein. On oublie trop souvent que les internautes qui tapent Google, qui utilisent Google, c'est pas que des gens qui savent exactement ce qu'ils cherchent. Hein. C'est beaucoup de gens qui savent pas ce qu'ils cherchent. C'est pour ça qu'ils demandent à Google. Et donc, cette page-là, elle va avoir un grand intérêt. Et alors, pour Google, elle a encore un meilleur intérêt parce que c'est une super page d'accueil. C'est une page d'accueil qui est vraiment structurée exactement pour qu'en un clin d'œil, ils sachent comment faire pour entrer dans toutes les sous-catégories et sous-catégories. Donc, au contraire, elle avait un grand intérêt pour l'utilisateur et pour le SEO. Et c'est pour ça aussi qu'on l'a mis en œuvre dans ce cadre-là. Hop, on a Zacharia. Combien de jours faut laisser entre chaque ajustement? Alors, les ajustements, l'exemple que je prends, c'est le plan de site qui est quand même un gros morceau sur un site, en gros 2-3 jours, hein, pas plus. Parce que là, on est vraiment sur un truc important. Alors, précision, quand vous allez dans la Search Console, vous pouvez savoir à quel moment, on va dire, le bot, il repasse sur vos pages. Prenez ce moment-là et puis, en gros, il faut que si par exemple, le bot, il passe toutes les 2 heures, ben, ne laissez pas l'ajustement traîner plus de 2 jours, quoi, parce que sinon, ça va pas. Par contre, s'il passe que tous les 3 jours, bah là, dans ces cas-là, vous avez une semaine. Il faut toujours prendre ça un petit peu en compte. Et Zacharia, il avait un complément. Et si ces modifs n'ont pas apporté de résultat, est-ce qu'on fait un backup côté serveur? Backup côté serveur. Ouais, Moi, un backup, c'est-à-dire... Ouais. Ouais, je pense que si je comprends bien la question, hein, c'est en gros, il a fait différentes modifications sur le maillage interne et tout. Il voit que ça n'a pas pris. Il veut revenir en arrière. Rollback. Je suppose que Ouais. c'était ça sa question. Exactement, bah oui, clairement, il faut le faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire trop de modifs sur le site. Alors, tu fais pas un rollback du site entier, hein, tu fais juste un rollback des modifs que tu as fait, parce que sinon, ça peut être galère. Il y a peut-être eu des commandes entre-temps sur ton site, il y a peut-être eu des avis qui ont été postés. Hein, donc, il faut faire un petit peu attention à ça. On va dire qu'un processus de test and learn se prépare lui aussi, tu vois, bien plus que le test et l'apprentissage derrière. Il faut aussi prendre ça en compte. Qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal? C'est une vraie question et il faut y répondre. Il ne faut pas attendre de se retrouver dans une mauvaise situation pour se poser cette question-là. Mais oui, clairement, et dans cette situation, dans la situation de ce projet-là, au cours de l'année, cette année et même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de tests. On a fait des rollbacks. Comment ça se passe un rollback? On revient en arrière, on repropose les pages à Google, on voit que le bot y repasse. Très souvent, il va dévaluer la page, elle va perdre naturellement des positions et ensuite, elle va les retrouver. Ça fait un petit peu peur au début, mais quand on a l'habitude, on comprend tout de suite que ça fonctionne bien. Donc, faites-le. Voilà. Hop, merci Dan. On a un peu de temps encore. Ouais. Tac, je regarde un petit peu si on avait eu d'autres questions entre-temps. Merci Dan. Quel outil utiliser pour cette analyse du site? Bon, tu avais plusieurs outils différents pour le coup. Alors, pour la partie maillage, on a utilisé Cocon SE, qui est un outil très complet justement pour analyser le maillage. Il permet vraiment d'entrer dans le détail, d'avoir une vue globale. Et aussi, c'est un outil qui permet, on va dire, de créer des graphiques un peu différents et finalement qui se rapproche un peu de Gephi. Donc, j'ai vu l'intervention de Daniel là dans le chat. Gephi, c'est un peu l'outil de référence, on va dire, mais il est très, très compliqué à comprendre. On voit que c'est un outil qui a été créé par des gens qui connaissent strictement rien à l'UX, quoi, vraiment. C'est un super outil, mais il faut vraiment se mettre dedans. Et moi, personnellement, j'ai arrêté de l'utiliser parce que c'est des prises de tête vraiment de fou. Honnêtement, voilà, moi, j'utilise le mind map. Je monte à la main le maillage de tous les sites que j'analyse. Alors, vous allez me dire, tu fais comment pour un site qui a 1500 pages? Eh ben, on crée des schémas de maillage par template. C'est-à-dire, au lieu de faire page par page, parce que c'est un peu compliqué, on le fait par template de page et par thématique de template de page. Donc, si vous avez un site, je prends un exemple à la con, je prends la Fnac, eh ben, vous allez avoir un template pour la billetterie, vous allez avoir un template pour les produits informatiques, et vous allez avoir aussi un template pour, je sais pas, les abris de jardin. Imaginons qu'ils vendent ça sur la Fnac. Voilà. Et vous allez construire votre maillage par rapport à ça et vous allez essayer de réfléchir comment est-ce que vous pouvez améliorer les choses au fur et à mesure. Voilà, c'est un peu l'idée. Et en dernière question, ouais, voilà, on avait une petite dernière question et puis après, il y aura une discussion qui peut être intéressante. On a vu Jeff, tac, si tu réalises ton test sur pré-prod, comment fais-tu pour analyser le résultat SEO? Ah bah ça, c'est sûr que tu peux pas analyser le résultat SEO sur un pré-prod. Ça, là, il y a une certitude.
En fait, la pré-prod, elle permet d'analyser plus le comportement du site. Encore une fois, nous, on est des SEO, on a le responsable technique, lui, il connaît bien son site. Donc, tu vas mettre en place la pré-prod parce que tu as effectué des changements techniques, parce que le maillage interne, c'est de la technique, en fait. Et lui, il va te dire, attends, c'est bizarre, là, maintenant, la structuration, l'arborescence, elle apparaît plus du tout comme avant. Il y a un truc qui a changé, c'est pas normal. Donc, c'est à ça que ça sert la pré-prod. C'est vraiment pour valider les aspects techniques. C'est pas d'un point de vue SEO, parce que pour ça, il faudrait essayer d'entrer Googlebot là-dessus, et je vous conseille pas de le faire, parce que vous allez créer de la duplication, c'est pas bon. Vraiment, la pré-prod, c'est pour s'assurer que tout est OK, tu vois. Il y a un autre aspect, c'est ce qui s'est passé dans ce projet, c'est que la responsable produit, elle avait peur que ça casse complètement son arborescence et qu'elle comprenne plus comment mettre en ligne des contenus. Parce que je te rappelle, dans le contexte, le back-office avait une hiérarchie, on va dire une arborescence de catégories qui n'était pas la même que sur le front-office. Donc, c'était hyper compliqué à chaque fois pour la responsable produit pour mettre ses contenus en ligne pour qu'ils apparaissent dans la bonne catégorie. Donc, le fait de l'avoir mis sur la pré-prod, elle a pu voir ce que ça donnait. OK, en fait, ce qu'il y a sur mon back-office, c'est la même chose que le front-office. Ça a vachement simplifié, on va dire, sa manière de faire. Et puis, c'était parti. Donc, voilà, ça a permis de valider des choses qu'on n'aurait pas pu valider dans le test SEO, parce que le test SEO, c'est le vrai site qui est en train de se comporter, Google qui est en train d'évaluer les pages. Quand tu es en train de perdre des positions, tu n'es pas en train de te demander si ton back-office fonctionne. C'est un peu la panique, je peux vous le dire. Donc, cette panique-là, il faut pouvoir la contrôler. Si je pouvais quand même finir là-dessus, le test and learn, il faut cocher les cases des potentiels problèmes qui peuvent arriver. Voilà, il faut essayer de se dire quelle peut être la pire des situations. Je perds des positions, comment je fais un rollback? Je gagne des positions, du coup j'ai 10 000 ventes en plus. Est-ce que mon équipe, ils peuvent suivre? Voilà, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser, tout simplement. Et comme on dit, les questions appellent les autres questions. Donc au final, on en a encore une petite dernière. Merci à vous. Karima, sur ta remarque concernant la page chapeau, le plan du site accessible dans le footer a une importance en termes de SEO. Si notre page plan de site est naze, cela joue-t-il en notre défaveur? Alors, le plan de site, ça peut être une force en SEO parce que c'est très souvent une page qui est placée en footer, donc en bas de toutes les pages, et qui va renvoyer un lien vers toutes les autres pages du site. Donc, ça permet en gros en un clic à Google et aux internautes aussi potentiellement d'accéder à toutes les pages. Donc ça, c'est un gros avantage, notamment quand on a des problématiques d'indexation. Vous avez un plan de site sur votre site, du coup, vous avez les pages qui vont être facilement indexables. Vous avez des problématiques un peu d'arborescence, ça peut aider. Et en fait, le problème du plan de site, c'est que justement, il est en bas de toutes les pages et donc il va prendre un petit peu d'autorité que derrière, il va renvoyer vers toutes les pages et c'est un espèce de cercle un peu foireux, quoi. Il faut être honnête. En plus, d'un point de vue purement SEO, le plan de site, c'est une page pourrie. Il n'y a pas de contenu dedans. Enfin, il y a les titres des pages, puis il y a des liens dedans. Alors, il y a des techniques en SEO que je ne nommerai pas ici pour éviter les polémiques, qui utilisent les plans de site pour justement booster l'autorité. Donc, c'est possible d'être un avantage, et ça peut être aussi un inconvénient. Encore une fois, il faut voir. Là, dans cette situation-là, c'était clairement un inconvénient. Le plan de site ne présentait pas toutes les pages. La page était pourrie, elle servait vraiment à rien. Donc, on l'a enlevé. Et ce que ça a permis, le petit jus, on va dire, d'autorité qu'on a récupéré, ça a permis à toutes les pages de se renforcer, qui avaient déjà été renforcées par le remaillage qui avait été fait sur les différentes pages. Donc là, dans notre situation, c'était un avantage, voilà, clairement. Maintenant, moi, c'est vrai que j'aime bien avoir le plan de site sur n'importe quel site. Bon, moi, je suis un SEO, un vieux de la vieille, donc je passe par les plans de site. Mais à la base, bon, c'est quand même mieux. On aurait pu aussi obfusquer le lien, mais pour moi, il n'y a pas grand intérêt. On obfusque vraiment que quand on veut afficher un lien qui est visible que pour l'internaute et pas pour Google. Le plan de site, il est quand même plus intéressant pour Google que pour l'utilisateur. Bon, à moins que 100% des personnes dans le chat me disent que pour eux, le plan de site, c'est fondamental. Mais voilà, a priori, c'est plutôt pour Google, quoi. Donc, limite, passer plus de temps sur les pages mention légale, cookies, politique de confidentialité que sur le plan de site. Parce que là, pour moi, il y a un vrai enjeu, on va dire EAT, c'est quand même un peu différent, quoi. Super. Alors, il y a une question. Voilà, on a encore le temps pour une question ou pas? Parce que là, je vois que Grégory, donc, qu'est-ce que je pense du plan de site uniquement sur la home? Qu'est-ce que j'en pense? Ça dépend, je vais dire ça dépend, je crois que je ne l'ai pas dit une fois là dans le truc. Alors, bon, le plan de site uniquement sur la home, moi perso, je suis vraiment pas fan. Parce que en gros, là, tu vas transmettre l'autorité de la page d'accueil qui est naturellement la plus puissante de ton site et encore plus si elle reçoit des backlinks. Donc, ça veut dire que tu vas rendre ton plan de site puissant par rapport à d'autres pages qui n'auraient pas forcément d'intérêt.
Si la page si le plan de site avait été placé sur toutes les pages, le jus aurait été diffusé entre toutes ces pages-là. Comme il est juste sur la page d'accueil, c'est comme si tu indiquais à Google, cette page-là, elle est hyper importante, je te la mets que sur la page d'accueil, vas-y, YOLO, quoi, tu vois. Donc, moi, je suis pas fan de cette technique-là. Ça peut être intéressant, on va dire, là où ça peut être intéressant, c'est quand tu te dis, attends, je vais utiliser l'autorité externe que je reçois sur ma page d'accueil pour transmettre via mon plan de site. Et dans ces cas-là, mets pas toutes les pages dans ton plan de site, mais uniquement les pages que tu veux mieux pousser. Dans ces cas-là, on n'est plus dans un plan de site, on est presque dans une tête de cocon, on est presque dans une page index de cocon sémantique. Donc, attention, de quoi on parle exactement, d'accord? Donc, si c'est réellement un plan de site, genre la liste de toutes les pages, moi, perso, je le ferai pas. Ouais. Merci Dan pour toutes ces informations, cette conférence et ainsi de suite. Et vu qu'on a 5 minutes devant nous là, il y avait un commentaire sur lequel j'aimerais bien revenir. Et justement, là, j'aimerais vous entendre tous les deux. On avait notre ami Raphaël Doucet qui nous disait quand même quelque chose d'important. Alors, le seul hic, ce sont les mises à jour Google. Car ces derniers temps, il est hyper compliqué de voir si nos tests ou les mises à jour Google, souvent, ça se chevauche. Et là, pour le coup, j'aimais bien ce commentaire. Déjà, salut Raphaël, on a l'habitude de se croiser régulièrement, Mister Raphaël. Soyez toujours en éveil. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Comme l'a dit Dan tout à l'heure, on travaille quand même pour des clients. Donc, bien souvent, je vois des gens qui font des choses le 1er, on est quel mois? Le 1er juin. Et puis qui reviennent le 31 juin à savoir si tout s'est bien passé. Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Soyez en éveil. Contrôlez toujours ce qui passe sur le site. Faites de la veille sur les réseaux sociaux pour voir les updates, pour voir les mises à jour. Comme je disais, la communauté est quand même très importante. Donc, les informations remontent assez rapidement. Donc, regardez tout ça. Soyez toujours ouverts à tout ça pour ne pas prendre de risques, que ça soit aussi bien pour vos sites clients, parce que ça, c'est quand même le b.a.-ba, mais aussi pour vos sites à vous, quand vous travaillez pour vous-même. Il faut rester en éveil là-dessus. Voilà, donc Bill Cardan, je vous passe aussi la main là-dessus. Je pense que c'est important d'en parler. Les mises à jour, on en voit régulièrement ces derniers temps. Beaucoup en ont peur, on va dire. Malgré tout, il suffit juste de faire de la veille et de les contrôler pour que tout se passe bien, j'ai envie de dire. Après, on n'est jamais à l'abri de prendre un shoot. Hein. Je pense que tout le monde en a pris pour apprendre, justement. Mais voilà, qu'est-ce que vous pourriez rajouter là-dessus, tous les deux? Moi, je veux juste dire que t'es pas un SEO, t'es pas un vrai SEO tant que tu t'es pas pris une pénalité dans la tête. Et c'est vraiment un white hat pur qui dit ça, même si aujourd'hui on peut plus vraiment parler de ça. Mais je pense vraiment que pour apprendre, c'est bête à dire, mais tant que tu t'es pas pris une péna dans la tête, enfin, je dis pas une pénalité manuelle ou des trucs vraiment énervés comme ça, mais rien que t'as fait une bêtise, tu t'en es pas rendu compte et Google est venu te mettre une petite tape derrière la tête, des fois c'est bien parce que c'est comme ça qu'on apprend. Donc, je voulais juste répondre là-dessus. Par rapport à ce que dit Raphaël, merci pour cette question. En effet, les mises à jour de Google, c'est un vrai défi, c'est un vrai débat. Donc, c'est pour ça que déjà, de 1, ne faites pas des tests sur un site entier. Jamais, ne faites jamais ça. Faites vraiment sur des parties précises de votre site sur lesquelles vous avez un contrôle total. Suivez. Donc, il y a des outils qui existent. Il y a la Search Console. Je vous ai parlé de Ranking Metrics avant. Il y a des outils qui existent pour suivre au jour le jour, quotidiennement, la situation. Et si vous avez le moindre doute, faites un rollback. En fait, justement, ça, c'est quelque chose que je dis souvent à mes clients. Ils ont peur, en fait, de modifier une virgule sur leur page. Parce qu'ils ont peur, en fait, du changement. Mais mec, si Google, il n'aime pas ta page, il va te la dégager, de toute façon. Donc, tu risques rien, en fait. Enfin, tu risques des choses à faire des changements. Mais fais-les, parce que sinon, en fait, tu vas tout le temps avoir la peur. C'est comme le syndrome de l'imposteur avec la conf, et tu vas jamais y aller, quoi. Donc, moi, je pense qu'il faut tenter un test. Il faut se renseigner. Si la mise à jour, elle concerne les product review et que toi, tu t'intéresses à des pages de catégorie, t'es pas forcément concerné. Si c'est un spam update, t'es pas non plus concerné. Tu es en train de faire du maillage interne. Donc, a priori, du maillage interne sur des pages qui ne reçoivent pas du tout de backlink. Parce que là, en gros, dans la situation, il y avait une page qui recevait des backlinks. Toutes les autres, elles en avaient jamais reçu de leur vie. Donc, elles n'étaient pas concernées par le sujet, quoi. Donc, voilà, faut un peu évaluer ça. Il n'y a pas de bonne réponse, à mon avis. C'est compliqué, c'est sûr. Là, en mars, la mise à jour qui a duré 45 jours, enfin, on n'avait jamais vu ça de notre vie, et ça va pas s'arranger, clairement. Hein. Je pense que ça aussi, il faudrait en parler. Hein. Les mises à jour sont de plus en plus incessantes. Un jour, on aura une mise à jour qui va durer une année, hein, peut-être, hein, vraiment, réellement. Hein. Donc, ça fait partie du jeu. Il faut s'adapter, il faut essayer de comprendre ce qui se passe, et puis voilà, il faut suivre les choses.
Puis si vous avez peur, vraiment, si vous avez peur, bah, créez un autre site, faites les modifs dessus, et puis si ça fonctionne pour celui-là, peut-être appliquer. Bon, je suis pas sûr que ça marche à 100%, mais dans l'idée, si vous avez vraiment peur, ou sinon ne faites rien, attendez, et puis on verra bien ce qui se passe. La fin de la mise à jour, bon, c'est pas la bonne réponse. Non, il fallait pas dire ça, on va le couper au montage. Ah mince, on est en live. Bon. Moi, en fait, juste avant de terminer, j'ai un complément, une question pour toi, Dan. Ouais. Tu vois, le complément que je dirais, c'est que pour moi, ce que tu viens de dire, c'est le truc le plus sous-coté du SEO, bosser son image interne. Pour plusieurs clients, pour plusieurs types de clients, moi-même, en fait, j'ai dû juste, en fait, plusieurs fois, je suis juste intervenu sur le image interne pour soit taper des top 1, tu vois, genre on était genre 4e, 5e, je tape des top 1, ou soit rentrer dans le top 10, tu vois, de mots-clés sur lesquels, en fait, on galérait avant. Sachant qu'avant, tu vois, mes clients, à chaque fois, tu vois, c'était on va créer du contenu, on va faire des backlinks et tout. Bon, désolé, je ne vais pas trop faire de pub pour ListGarden là, mais c'était à chaque fois, voilà, je vais chercher la croissance externe. Alors qu'en fait, si tu bosses en fait, sur la croissance interne, en fait, tu as de gros leviers que tu peux mettre en place pour avoir plus de trafic et pour faire plus de business. Donc là-dessus, en fait, je te rejoins à fond. Enfin, moi, je prêche le management interne partout. Donc, enfin, généralement, c'est le premier recours que je donne, ça plus les données structurées. Et généralement, ça fait mouche. Et j'ai même appris en fait des choses avec ta conf, donc merci. Là, tu t'es convaincu. Moi, ma question, c'est là, tu nous as présenté, tu vois, des outils assez qui sont top. Enfin, j'en utilise déjà quelques-uns. Moi, maintenant, en fait, je me mets en fait dans la peau de quelqu'un qui sait que le management interne est important, mais qui n'a pas des skills SEO aussi poussés que toi ou comme moi. Si on devait commencer par un outil simple pour faire des tests, alors quand je dis simple, c'est simplicité d'utilisation, simplicité de compréhension et simplicité d'interpréter les résultats. Donc le 20-80 toujours. Si on devait commencer par un outil simple, pour toi, ce serait lequel? La Search Console. Et d'ailleurs, c'est même l'outil que nous, on utilise en permanence. Pour moi, la Search Console, c'est. Alors, on parlait de la mort du SEO. Moi, je dirais que le SEO, il sera mort le jour où on n'aura plus l'accès à la Search Console. Parce que, enfin, je troll un peu, mais c'est un peu l'idée, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un outil qui est gratuit, qui fournit en gros 80% de la réalité. Alors, je sais, on parle d'échantillonnage, il y a plein de trucs qui sont pas parfaits et tout. Mais aujourd'hui, pour suivre le comportement de ton site quasi en temps réel, la Search Console, il n'y a rien de mieux. Donc, et en plus, c'est gratuit. Et tout le monde y a accès. Et en plus, dans la Search Console, tu as un outil qui sert à plein d'autres choses. Donc, il faut l'utiliser. Très clairement, il faut l'utiliser. Pour répondre précisément à ta question, la Search Console, c'est pas l'UX le plus parfait, même s'ils ont fait pas mal de... Voilà, ils ont bien amélioré les choses. Aujourd'hui, concrètement, moi, en tout cas, je suis pas au courant, il n'existe pas d'outil qui permet de visualiser l'évolution de ton maillage interne en temps réel. Ça n'existe pas. Il n'y a que des outils où tu vas lancer un crawl, ça va être un instant T, tu vas pouvoir voir un petit peu ce qui se passe. Et derrière, si entre-temps, il y a 50 pages qui disparaissent, qu'il y a du 404 partout et que ça flingue complètement le jus, tu n'es pas au courant de ça. Donc, l'outil parfait n'existe pas. Le SEO parfait n'existe pas non plus. Il faut trouver un peu un équilibre entre tout ça. Comme disait Alain, moi, je préfère utiliser plusieurs outils. Dans ce cadre-là, par exemple, on a utilisé Cocon SE pour la visualisation globale et ensuite, pour les catégories sous-catégories, on a lancé des Screaming Frog précis pour justement voir concrètement entre les 50 pages qu'on voulait vraiment cibler, comment ça se passait concrètement. Et après, on avait notre mind map, avec notre mind map qui avait été fait à la main sur certaines pages, et avec ces trois outils-là, plus les cerveaux humains, on s'en sortait plutôt bien. Voilà. C'est vrai qu'il y avait une punchline à sortir, genre le meilleur des outils, c'est le cerveau humain, mais là, je pense quand même, quand tu dois analyser un site qui fait 50 000 pages, t'as quand même besoin d'outils, quoi. Voilà. Non, mais la Search Console, et j'ai envie de rajouter quelque chose quand même, que peut-être beaucoup oublient des fois, mais c'est un outil gratuit, quand même. Gratuit, ouais. Donc souvent, j'ai la question un peu de Bilka, justement, mais quels sont les outils à utiliser? Et souvent, oui, mais par exemple, il y en a, ils sont chers et tout. Oui, d'accord, mais aujourd'hui, déjà, le premier outil que vous devez forcément avoir, je le redis parce que je pense que c'est important d'appuyer dessus et Bilker sera que d'accord avec moi, c'est d'installer Analytics, la Search Console sur votre site dès le départ. C'est le B.A.-ba et ça va vous permettre une multitude d'informations. Et après, bien évidemment, si vous pouvez en utiliser d'autres, comme je disais, c'est important. Mais voilà, Search Console et ainsi de suite, c'est le B.A.-ba. Exactement. Et justement, je pense que la conf qui vient là, elle va beaucoup intéresser ceux qui se posent des questions sur la Search Console, parce qu'à mon avis, Axel et Jean-Marie vont vous parler aussi
de cet outil merveilleux qui permet quand même de détecter les choses. Et J'ai ils pas vont vu la parler des conf avant. updates, hein. et ils Et, vont parler des updates Google aussi, justement. Exactement. Donc, on va Oh là, faire la c'est magnifique transition comme ça. transition. Merci pour tout, Dan. Ouais, merci Comme à je vous. disais, sur les commentaires, Dan est relativement présent sur les réseaux sociaux et présent sur les événements. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, comme je disais, la communauté a quand même des points positifs et surtout sur le fait de donner des informations, de partager et ainsi de suite. Donc, pour ceux qui ont des questions supplémentaires sur la conférence, qui n'ont pas hésité à les poser ou autre, Exactement. n'hésitez pas à aller le voir, à parler avec lui. Voilà, merci Dan. On va faire Merci la à vous. transition. Hop, Bonne Merci, journée, bonne conf à tous et à toutes. Et puis à très bientôt.